Bonjour. Bonjour à tous. Donc, Gabrielle, Alice. On est là pour vous présenter la rentrée de la table ronde, comme chaque année. Ça va vite, finalement, c'est cycle comme ça. Cette année, c'est un programme très restreint. 2 livres, un roman français et puis un roman écossais, donc anglais mais d'Écosse. Mais je vais laisser tout de suite Gabrielle parler du roman de Charles Salle. Oui, qui s'appelle La Garce Fiction. Je vous le montre, mais vous avez les épreuves dans les sacs. On avait déjà publié un roman de Charles Salle qui avait reçu il y a 2 ans le prix du premier roman. Et cette fois, il s'agit donc de Jean-Luc Lagarce, comme le titre l'indique. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à connaître très bien ou un petit peu Jean-Luc Lagarce. Moi, je dois reconnaître que quand Alice m'a donné à lire ce roman, je le connaissais très peu. Je l'associais surtout à Juste la fin du monde, qui est un film de Xavier Dolan. Vous êtes sans doute nombreux à l'avoir vu. Et effectivement, ce film est tiré d'une pièce écrite par Lagarce. Et ce que j'ignorais, c'est que en fait, Lagarce est un auteur très prolifique, surtout quand on sait qu'il est mort très jeune, à 38 ans. On célèbre d'ailleurs en 2025, on commémore les 30 ans de sa disparition. Et il a écrit donc une petite trentaine de pièces. Il en a mis en scène un certain nombre. Il a adapté notamment un roman de Crébillon fils qui s'appelle Les égarements du cœur et de l'esprit. Et puis il tenait un journal, il l'a tenu très longtemps, de 1977 jusqu'à sa mort. Ce journal a été joué il y a peu de temps au théâtre de l'Atelier par Vincent de Dienne. Lagarce était aussi à l'honneur récemment dans une pièce de Christophe Honoré qui s'appelle Les Idoles, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Voilà. Et puis toute l'œuvre de Lagarce est publiée dans une petite maison qui s'appelle Les Solitaires Intempestifs, notamment donc son journal. Ce que j'ai appris aussi en m'intéressant de plus près à Lagarce, c'est qu'il fait partie des auteurs les contemporains les plus joués en France. Mais qu'avant ça, c'était surtout un transfuge de classe, puisqu'il était originaire de la région de Montbéliard, où ses parents étaient ouvriers chez Peugeot. Donc, devant son attrait pour la littérature, on le voyait plutôt devenir prof. Mais lui, a très vite... alors, il a pas mal voyagé, puisqu'il est parti très vite à Besançon, où il a fondé le théâtre de la Roulotte. Il a aussi vécu un petit peu à Berlin, où il participait à une résidence de la Villa Médicis hors les murs. Et puis surtout, il est arrivé à Paris, où il a intégré le milieu du théâtre, un milieu assez fermé, et l'intelligentsia parisienne. Mais en même temps, il a fréquenté les backrooms de Paris, puisque l'histoire de Lagarce, c'est l'histoire d'une homosexualité vécue dans les années 80, ce que Charles Salle décrit très bien. Et voilà, cette homosexualité, le fait qu'il soit mort jeune du sida et qu'il ait continué d'écrire et de mettre en scène jusque dans ses toutes dernières heures, a peut-être contribué au fait que Lagarce soit devenue l'icône gay qu'on connaît aujourd'hui de façon posthume. Alors dans son journal, Lagarce évoquait les chercheurs américains de l'Idaho, les camarades chercheurs de l'Idaho, pardon, en s'imaginant qu'après sa mort et une fois qu'il aurait connu la gloire, des chercheurs américains s'intéresseraient à ses archives. Et c'est la raison pour laquelle Charles Salle, dans ce roman, nomme l'un de ses personnages Gus Idaho. Et ce personnage est donc un documentariste américain qui réalise un film sur Lagarce, son enfance, sa vie, son œuvre. Et donc défile devant la caméra de Gus Idaho plein de personnages, donc les parents de Lagarce, son frère, mais aussi Lucien et Micheline Atoun, qui sont les producteurs qu'il avait repérés et qui ont diffusé ses pièces sur France Culture. Son amant, son ami, voilà, vraiment plein de personnages qui livrent comme ça leur témoignage à la caméra, et je mets de gros guillemets à témoignage puisque faut se souvenir qu'on est dans une fiction.
Et tous ces témoignages donc, forment un portrait un peu kaléidoscopique de la garce. Et puisqu'on va jamais assez loin dans la mise en abîme, tous ces personnages, Charles Sale les installe sur une scène. Et en tant que lecteur, on est donc installé dans un fauteuil rouge au moment où le rideau s'ouvre, puis jusqu'à ce qu'il se referme, un peu comme vous l'êtes en ce moment. Là où Charles Sale réussit très bien, et je termine là-dessus, c'est faire revivre une époque. Je l'ai dit, là c'est les années 80, mais il le faisait aussi dans son précédent roman sur Alain Pacadis, une décennie plus tôt, donc c'était plutôt les années 70. Et puis aussi, il brouille très bien les pistes entre réalité et fiction, puisqu'il s'est beaucoup documenté pour écrire ce livre. Il a évidemment fouillé le journal, les pièces et les archives de Lagarce. Mais finalement, il réutilise tout ça pour créer son propre personnage et sa propre fiction. Voilà. J'ajouterais juste que ce qu'il fait aussi très bien, Charles, c'est donner une voix différente à chacun des personnages qui fait défiler sur scène, donc supposément pour répondre aux questions de Gus Idaho. Et donc chacun, que ce soit la mère ou le père de Lagarce, ou son ami François Beurer, ou son autre ami Dominique, ou les comédiennes, ils sont vraiment des voix différentes, et ça, je trouve que c'est très bien réussi de la part de Charles Sale. Donc c'est son deuxième roman, et je pense que c'est un garçon qui en a un peu sous le pied. Moi, je suis très contente de vous parler, enfin, je veux dire, d'un auteur qui s'appelle Karis Davis. J'aurais adoré le faire dès 2019, en fait, pour un livre qu'elle avait publié qui s'appelait West. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous. C'était un drôle d'objet, une espèce de très court roman, mime western, mais un peu fantastique, un peu magique, un peu étrange, qui avait été... Malheureusement, je n'avais pas pu aller aussi loin que le Seuil dans les enchères, donc c'était publié au Seuil, et c'est d'ailleurs toujours en point Seuil aujourd'hui. C'est vraiment un merveilleux petit livre qui détonne, qui est singulier, qui rien n'est attendu dans ce livre. Et bon, j'aurais adoré le publier à ce moment-là. Le Seuil l'a fait très bien. Mais en tout cas, là, je ne sais pas s'il y a eu un changement d'éditeur. En tout cas, c'est à nous de publier Éclairci. Il s'appelle Clear en anglais. Et j'en suis absolument ravie parce qu'il a tout ce qu'il y avait d'inattendu et de singulier dès la première ligne de West est là aussi dans Éclairci. Et je reconnais cet auteur, je suis très contente de la publier. On est, je dis je, mais on est toute l'équipe l'est. Karis Davis, cette fois-ci, le West est passé en Amérique. Karis Davis situe celui-ci en Écosse, principalement sur une île très 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 au nord de l'Écosse, presque près de la Norvège. C'est en 1843. Je vais vous donner quelques petits repères, alors qui ne sont pas absolument utiles, indispensables, je veux dire, mais qui sont d'ailleurs qui font l'objet d'une note à la fin du livre de l'auteur, qui explique que au XVIIIe, XIXe siècle, il y a eu ce qu'on appelle les Highland Clearances, qui étaient des espèces un mouvement d'éviction, les propriétaires terriens qui étaient ruinés ou endettés à la suite de divers événements politiques, économiques et autres, se sont aperçus qu'il ferait bien mieux de chasser les paysans installés sur leurs terres, et que ce serait beaucoup plus économique et rapide, beaucoup plus rentable pour eux d'y installer leurs propres troupeaux de moutons et les laisser paître tranquillement, pas avoir à chercher, récolter les loyers impayés, etc. Donc il y avait eu un grand mouvement comme ça pour chasser de leurs terres ces petits paysans. Et en même temps que ça, il y a eu en 1943 ou par là, une espèce de scission dans l'Église protestante en Écosse, avec un mouvement d'à peu près 450 prêtres, ministres, pardon, je devrais dire, qui ont fait bande à part, notamment on révolte contre ces actions des propriétaires terriens qui aussi avaient le pouvoir de les installer ou non sur une paroisse. Enfin, seulement le problème de ces 450 ministres qui se sont exclus de leur église pour créer la nouvelle église protestante d'Écosse, c'est qu'ils n'avaient pas un sou et que c'était assez difficile de vivre et de continuer à faire leur métier de pasteur.
Donc John Ferguson est l'un de ses ministres. Il est marié depuis pas très longtemps. Il embarque dans une mission il ne sait pas très bien dans quoi il embarque justement. Et au début du livre, il accoste justement sur une île qui est très 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 au nord. Donc je vous disais près de la Norvège, et après un passage tourmenté. Un bateau qui le débarque sur cette île, et sa mission sur cette île est justement d'en chasser le dernier habitant qui a vécu là avec sa famille pendant des années, mais le reste de sa famille est parti depuis, et il est seul là avec une vieille vache, une vieille jument, quelques moutons, et ça fait longtemps que personne n'est venu récolter, que ce soit de la laine ou des algues ou d'autres choses qu'il pouvait utiliser pour payer son loyer sur cette île. C'est une des... John Ferguson embarque sur cette mission sans savoir. Il embarque quand même avec un ordre d'édiction, justement, et un pistolet au cas où. Bon. Seulement le lendemain, à peine arrivé, donc on lui a indiqué une petite cabane la maison du bailli où il peut s'installer. Le lendemain matin, il sort, il fait beau, il installe son linge sur la bruyère parce qu'il est encore tout mouillé de la veille. Et puis pendant que son linge sèche, il s'approche un petit peu trop de la falaise et il tombe. Et là, en tant que lecteur, on est très 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 surpris, quoi. On se dit non, c'est pas possible, c'est tout le début du roman, c'est le personnage auquel on a commencé à s'attacher qui disparaît. Et comme je disais à l'auteur, je pense que j'aurais acheté ce livre rien que pour les 3 lignes, parce que ça tient en 3 lignes où elle décrit cette chute. Parce que je les ai comprises, bien sûr, en les lisant, mais j'ai dû les relire 3 fois pour me dire, non, mais est-ce que c'est bien ça qui s'est passé là? Et ce livre, il est plein de moments comme ça, où tout d'un coup, on se dit, non, mais est-ce que j'ai bien compris là? C'est dit avec tellement de subtilité que ça demande toujours un petit ah oui, c'est bien ça. Enfin, donc on a très peur pour lui, bien sûr. Heureusement, donc ce personnage qui habite sur l'île, qui s'appelle Ivar, pas très longtemps après, passe près de là et le trouve. Il le trouve inconscient, nu, avec sa sacoche encore accrochée. Il le ramène chez lui, il le veille, il le soigne un peu jusqu'à ce que l'autre ouvre les yeux quelques jours plus tard. Et puis il commence alors une espèce de... ils essayent de se connaître tous les deux, mais il y a un gros problème, c'est que John Ferguson parle l'anglais et l'écossais, et l'autre une langue qui est une espèce de dialecte que personne d'autre ne parle, puisque c'est vraiment propre à cette île-là. Et donc cette relation qui se noue entre eux, elle est faite de silence, de regards, de petits moments, de gestes, de pantomimes, parce qu'ils essayent chacun de mimer des situations ou des objets pour se comprendre. Et ça, c'est très, très, très beau. Alors, c'est un court roman. J'ai l'impression que je embarque dans quelque chose de très grand, mais c'est très court. Ça fait à peine 200 pages. Et tout ça est très, très dense et elliptique, mais en même temps, on comprend très, très vite comment cette relation se fait entre eux. Et il y a un élément de tension, parce qu'évidemment, John Ferguson ne peut pas dire à son hôte pourquoi il est là. C'est-à-dire qu'il est là pour le chasser et le faire partir, mais il ne peut pas lui dire. Donc, il y a cette tension là aussi dans leur relation. Bon, il y a un troisième personnage dont je ne vous ai pas parlé encore, c'est la femme du pasteur qui n'a jamais vu d'un très bon œil cette mission sur laquelle son mari s'est embarqué et qui vient le chercher, en fait. C'est-à-dire qu'elle se dit, bon, ça va mal terminer, il ne revient pas. Elle refait le même voyage que lui, les bateaux, etc. Et elle vient le chercher. Et je ne veux pas vous raconter la suite, puisque ça fait partie c'est ça aussi qui est toute une partie des surprises de ce livre. Qui est vraiment, je vous dis, il a quelque chose de merveilleux dans ce que moi je sais que je lis beaucoup pour être dépaysé, transporté, vivre une autre vie que la mienne, et ça, ce livre-là, il le fait dès les premières pages, dans un décor assez grandiose, de naturel, de montagne, de mer, de tempête, de nature, et en même temps quelque chose de très 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 humain entre ces trois personnages. Donc là, je trouve que vraiment Caris Degvé, c'est assez. Bon, j'espère qu'elle aura la même
carrière chez nous. L'année dernière, je vous avais présenté un livre d'Eduardo Alphone, Tarentule, qui avait eu la chance d'avoir le prix Médicis. J'espère que Caris Davis aura une carrière au moins aussi réussie. Et puis voilà, vous avez tous les deux romans sont dans les gros sacs bleus du CDE. Donc j'espère que vous aurez envie de les lire. Et puis Caris Davis sera en France, Ah oui. je ne sais pas si tu l'as dit. Non, je l'ai pas dit. Effectivement, oui, on a la chance de Caris Davis. Elle a obtenu, malheureusement, je ne sais pas exactement quelle est la bourse qu'elle a obtenue, mais elle va passer 9 mois en France à partir du mois de septembre. Donc si certains d'entre vous, comme je l'espère, aiment ce livre et veulent l'inviter, je pense qu'elle sera tout à fait, ce sera très facile en tout cas, puisqu'elle sera à Paris. C'est la première fois que ça nous arrive, ça d'avoir un auteur étranger à Paris. Enfin non, il y avait Eduardo il y a quelques années aussi, mais pendant le confinement, donc ça, c'était pas pareil. Merci beaucoup. Merci.